Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. J'espère que vous allez bien. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à les partager et à vous abonner en cliquant sur la petite cloche qui vous permet de ne rater aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me laisser votre mail sur le lien qui est en barre d'infos de cette vidéo pour garder contact en toute liberté. Bien, commençons avec quelques mises à jour concernant le procès de mise en accusation de Trump. Donc le 13 janvier, la Chambre contrôlée par les démocrates a voté 232 contre 197 pour mettre en accusation Trump sur la base d'un seul article de mise en accusation. Le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, poursuit le procès de destitution. Le procès de mise en accusation au Sénat doit commencer la semaine prochaine. Seuls 5 sur 17 républicains nécessaires ont voté contre la motion du sénateur Rand Paul déclarant le procès anticonstitutionnel. Pour cette raison, M. Trump sera probablement acquitté. En effet, la majorité des 2/3 est nécessaire pour une condamnation. Donc le deuxième procès de mise en accusation de Trump approche à grands pas. Il y a encore un débat sur la constitutionnalité ou non de cette procédure alors qu'il n'est plus en fonction. Voyons cela de plus près. Le juge en chef John Roberts a déclaré qu'il ne présiderait pas le procès de mise en accusation. Au lieu de cela, donc, nous avons le sénateur Patrick Leahy en tant que président du Sénat qui présidera le procès. La constitutionnalité du procès de mise en accusation fait maintenant l'objet d'un débat entre les experts. Le sénateur Rand Paul avait soulevé la question en début de semaine dernière, obligeant la Chambre du Sénat à prendre position sur la constitutionnalité ou non de la procédure. Donc le vote a été de 55 sur 45, indiquant que le procès se poursuivrait, mais il a quand même révélé que près de la moitié de la Chambre est d'avis que la procédure est inconstitutionnelle. Paul a soulevé dans un article d'opinion que si le juge en chef Roberts ne préside pas la procédure, celle-ci n'est pas valide. Il a écrit « Si le juge Roberts ne préside pas la procédure, alors ce n'est pas une mise en accusation. Cette mascarade ne sera rien d'autre qu'une amère partisanerie et un théâtre politique. » Fin de citation. Alors les universitaires qui soutiennent que c'est inconstitutionnel s'appuient sur une interprétation de l'article 2, section 4 de la Constitution des États-Unis, qui stipule que le président, le vice-président et tous les fonctionnaires civils des États-Unis seront destitués de leurs fonctions en cas de mise en accusation et condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs. Donc, selon une lecture de ce texte, ces spécialistes affirment que la mise en accusation concerne les titulaires actuels de la fonction et puisque M. Trump avait déjà quitté ses fonctions, la compétence ou l'autorité du Sénat pour tenir un procès de mise en accusation a expiré le 20 janvier lorsque son mandat a pris fin. Le président du conseil d'administration du Cato Institute, Robert A. Levy, a expliqué l'interprétation. Il a déclaré dans son blog que si Trump était toujours en fonction, il serait soumis à une mise en accusation et à une condamnation, selon l'article 2. Mais depuis que son mandat est terminé, même s'il a été mis en accusation, il n'est pas soumis à condamnation. En revanche, nous avons d'autres points de vue, notamment donc des juristes et de nombreux sénateurs démocrates qui affirment que les anciens titulaires d'une fonction publique sont toujours soumis au pouvoir de destitution après avoir quitté leur fonction. C'est parce que la Constitution permet de sanctionner, selon eux, la déchéance après avoir été démis de ses fonctions. Alors ces personnes s'appuient de leur côté donc sur l'article 1, section 3, qui stipule que le jugement en cas de destitution ne s'étend pas au-delà de la révocation de fonction et de la déchéance du droit d'occuper ou de jouir de toute fonction d'honneur, de confiance ou de profit aux États-Unis. Donc un groupe de spécialistes du droit constitutionnel soutient qu'en raison de l'article 1 de l'article 2 de la Constitution, le pouvoir de mise en accusation présente deux aspects. Le premier est la destitution, donc qui se produit automatiquement dès la condamnation d'un officier en exercice. Et le second est la déchéance du droit d'exercer de futures fonctions qui se produit
dans les cas où le Sénat juge la déchéance appropriée à la lumière de la conduite pour laquelle la personne mise en accusation a été condamnée. Ajoutant, le pouvoir de mise en accusation doit être interprété de manière à donner plein effet aux deux aspects de ce pouvoir. Alors que certaines inquiétudes persistent, les démocrates de la Chambre des représentants poussent à fond la machine. Ils ont dévoilé mardi donc les grandes lignes de leur dossier juridique. Selon eux, l'ancien président Trump a incité la foule à l'assaut du Capitole le 6 janvier dernier, à croire qu'il est directement responsable et doit être condamné afin de ne plus jamais exercer ses fonctions. Les 9 responsables de la mise en accusation des démocrates affirment dans le dossier juridique que ce procès pour mise en accusation découle des événements survenus au Capitole. Ils affirment que Trump est personnellement responsable d'une attaque qui a déclenché la mort et le chaos au Capitole au moment du transfert de pouvoir. Alors les 9 chefs d'accusation affirment dans la déclaration commune que l'incitation à l'insurrection du président Trump nécessite sa condamnation et sa disqualification pour l'exercice de futures fonctions fédérales. Alors, revenons un petit peu sur certains faits. Trump est-il responsable de la violence? On revient au 6 janvier, donc dans son discours de 6 janvier, et juste pour rappel, donc il a déclaré que les manifestations allaient faire entendre leur voix de manière pacifique et patriotique au Capitole. Par ailleurs, alors que les manifestants se déplaçaient vers le Capitole américain, Trump avait posté sur Twitter tout au long de l'après-midi, exhortant ses partisans à rester pacifiques. Il a également publié une vidéo appelant ses partisans à rester chez eux maintenant. Twitter a retiré cette vidéo peu de temps après qu'elle ait été diffusée. En outre, le FBI a publié des informations au début de l'année qui remettaient en question la thèse selon laquelle Trump aurait causé la violation du Capitole. Le FBI a dit que certaines personnes avaient montré une intention d'attaquer le Capitole avant les remarques du président. Donc le FBI a affirmé, je cite, « Nous avons obtenu des renseignements selon lesquels un certain nombre d'individus prévoyaient de se rendre dans la région de Washington avec l'intention de provoquer des violations. Nous avons immédiatement partagé ces informations et des mesures ont été prises, comme le montrent les arrestations d'Henrik Tarrio la nuit précédant le rassemblement. » Le FBI précise qu'il doit déterminer la crédibilité et la viabilité de chaque information qu'il obtient. Lors de l'audience de mise en accusation, le représentant de la Pennsylvanie, Scott Perry, avait souligné la découverte du FBI et a dit, je cite, « Comment le président incite-t-il à une attaque qui était planifiée et déjà en cours avant la fin de son discours ? Maintenant, ajoute-t-il, je sais que mes collègues de gauche veulent faire croire à l'Amérique que le président a inspiré une émeute spontanée qu'ils aiment à appeler une insurrection. Mais les faits sont des choses obstinées, même si vous choisissez de les ignorer. » Le membre du Congrès a ensuite déclaré que les incendies, les pillages et la violence commis l'année dernière étaient bien plus proches de ce qu'on pourrait appeler une insurrection que tout ce que le président Trump a dit. Nous avons 2 nouveaux avocats pour le procès de mise en accusation de Trump. Les 2 avocats qui représenteront Trump dans le procès au Sénat sont David Shawn et Bruce Castor Jr. Shawn est un avocat d'Alabama et Castor est un ancien procureur de Pennsylvanie. Cette décision intervient le lendemain de l'annonce par les médias qu'un ancien groupe d'avocats de Caroline du Sud ne participerait plus à la défense pour des raisons de divergence de stratégie de défense. La nouvelle équipe a environ 1 semaine pour préparer sa stratégie. Les plaidoiries d'ouverture devraient commencer la semaine du 8 février. Les responsables de la mise en accusation, eux, ont publié un dossier de 80 pages décrivant leur plan pour le procès. Et l'équipe de défense de Trump a depuis lors déposé sa réponse. Le mémoire de 14 pages soutient que le procès pour mise en accusation est inconstitutionnel et devrait être abandonné. Le dossier indique que le Sénat des États-Unis n'a pas compétence sur le 45e président parce qu'il n'occupe aucune fonction publique dont il peut être destitué, ce qui rend l'article de mise en accusation sans objet et une question non justiciable. Les avocats de Trump soutiennent que les remarques sur l'élection sont protégées par le premier amendement. Ils écrivent « Il est admis que le président Trump s'est adressé à la foule lors du 6 janvier 2021 comme il en a le droit en vertu du premier amendement de la Constitution. Et il a exprimé son opinion selon laquelle les résultats de l'élection étaient suspects
comme le montre l'enregistrement complet du discours. Ils affirment encore que le Sénat n'a pas de motif constitutionnel pour mettre en accusation un ancien président. En outre, ils affirment que l'article de destitution de la Chambre a été mal rédigé, qualifiant le processus de jugement rapide, car la Chambre a sauté les audiences habituelles. Le dépôt de l'article stipule la Chambre des représentants a privé le 45e président d'une procédure légale régulière en se précipitant pour publier l'article de destitution en ignorant ses propres procédures qui remontent au milieu du XIXe siècle, ajoutant l'absence de procédure régulière comprenait mais n'était pas limitée à son incapacité à mener un examen significatif par une commission ou une autre enquête, à s'engager dans une procédure complète et équitable avec le respect des représentants, c'est-à-dire l'examen des preuves à l'appui de l'article, ainsi que l'échec à mener une discussion complète et équitable en permettant aux arguments du 45e président d'être entendus dans la salle de la Chambre. Les avocats demandent au Sénat de rejeter l'article de mise en accusation comme étant sans objet ou à titre subsidiaire, le 45e président demande respectueusement au Sénat de l'acquitter sur le fond des allégations soulevées dans l'article de mise en accusation. L'un des nouveaux avocats de Trump affirme que la mise en accusation déchire le pays. Selon lui, les démocrates essaient simplement d'empêcher M. Trump de se représenter aux élections et il a parlé d'une arme politique. L'avocat de l'Alabama David Schoen, s'adressant à Sean Hannity sur Fox News, l'a qualifié d'action législative la plus mal avisée qu'il ait vue dans sa vie, ajoutant que c'est une gifle pour les 75 millions d'électeurs qui ont voté pour la réélection de M. Trump. L'avocat de la défense de M. Trump a ajouté « Elle déchire le pays à un moment où nous n'avons pas besoin d'une telle mesure ». Il a dit « C'est à peu près aussi antidémocratique que possible ». C'est une voie très très dangereuse, a-t-il poursuivi, à suivre en ce qui concerne le premier amendement, mettant en danger tout orateur politique passionné. Les universitaires sont divisés sur la question de savoir s'il est constitutionnel de mettre en accusation un citoyen qui a été président. De son côté, l'avocat Schoen dit qu'il croit que ce n'est pas le cas. Il est juriste indépendant et a des bureaux à New York et à Montgomery, en Alabama. L'ancien président Trump a personnellement fait appel à Schoen pour diriger son équipe de défense de la mise en accusation. Schoen dit qu'il considère cela comme un privilège. Selon lui, les législateurs démocrates se sont attelés à la mise en accusation de M. Trump depuis le début de son mandat et le procès à venir est leur dernière tentative. Les démocrates de la Chambre, rejoints par 10 républicains, ont mis en accusation Trump le mois dernier, vous vous en souvenez, et maintenant ces républicains sont confrontés à un difficile retour de bâton. En effet, les républicains de la Chambre des représentants font face à des réactions négatives pour avoir voté la destitution de l'ancien président Trump. Un représentant a déclaré que sa famille avait signé une pétition le désavouant pour cette décision. Le représentant de l'Illinois, Adam Kinzinger, a déclaré à Business Insider que sa propre famille avait fait circuler une pétition le désavouant. Dans une interview accordée à Insider, il a déclaré que sa famille l'avait renié parce qu'il est, dit-il, dans l'armée du diable maintenant. En Caroline du Sud, le Parti républicain de l'État a formellement censuré le représentant Tom Rice pour son vote en faveur de la destitution de Trump. Le parti a déclaré qu'essayer de mettre en accusation un président alors qu'il quitte ses fonctions n'est jamais légitime et n'est rien d'autre qu'un coup de pied politique sur le chemin de la sortie. Fin de citation. Et maintenant, il y a même un comité d'action politique qui les cible tous les 10. Corey Lewandowski, ancien directeur de campagne de Trump, lance un nouveau comité d'action politique. Cela vise les 10 représentants républicains qui ont voté pour la destitution du président Trump. Il a déclaré à W. Muir qu'il pense que ces 10 membres de la Chambre doivent avoir des comptes à rendre à la fin de la journée. Il a ajouté qu'il doit se concentrer sur la recherche et le soutien des principaux opposants à ces 10 républicains, à commencer par la députée Liz Cheney. L'annonce de la décision de destitution de Mme Cheney a été accueillie avec un vif mécontentement. En effet, un sondage d'opinion montre que 73% des électeurs
de Chennai sont mécontents d'elle. Concernant Donald Trump, il a été nominé pour le prix Nobel de la paix le 1er février par un membre estonien du Parlement européen, Jack Madison. Dans un post sur les médias sociaux, Jack Madison a déclaré au cours des 30 dernières années, Donald Trump est le premier président des États-Unis qui, durant son mandat, n'a pas déclenché de guerre. En outre, il a signé plusieurs accords de paix au Moyen-Orient qui ont contribué à la stabilité et à la paix dans la région. Jack faisait référence aux accords d'Abraham, une déclaration commune entre Israël, les Émirats arabes, les États-Unis et plus tard avec le Bahreïn et d'autres pays arabes. Depuis, le Maroc et le Soudan ont également officialisé leurs relations avec Israël. Il a dit, je cite, « Nous encourageons les efforts visant à promouvoir le dialogue interconfessionnel et interculturel pour faire progresser une culture de paix entre les trois religions abrahamiques et l'humanité tout entière. » Il poursuit en disant « Nous pensons que la meilleure façon de révéler les défis est de recourir à la coopération, au dialogue et que le développement des relations amicales entre les États fait progresser les intérêts d'une paix durable au Moyen-Orient et dans le monde. » Donald Trump a été nominé pour le prix Nobel de la paix l'année dernière par le parlementaire norvégien Kristin Tybring-Gjedde, qui a déclaré à Fox l'année dernière « Pour son mérite, je pense qu'il a fait plus d'efforts pour créer la paix entre les nations que la plupart des autres nominés au prix de la paix. » Le 1er février, Alan Dershowitz, professeur émérité de droit à Harvard, a nominé séparément le beau-fils de Trump et l'ancien conseiller présidentiel Jared Kushner. Alan Dershowitz, qui peut proposer des candidatures en raison de son statut d'ancien professeur de droit à Harvard, a expliqué que Jared et son associé Avi ont aidé à négocier les accords d'Abraham. Il a dit, je cite, « Le prix Nobel de la paix n'est pas fait pour la popularité. Ce n'est pas non plus une évaluation de ce que la communauté internationale peut penser de ceux qui ont contribué à la paix. C'est un prix qui récompense le respect des critères élevés définis par Alfred Nobel dans son testament. » Jared Kushner, dans une déclaration du 31 janvier, a déclaré qu'il était honoré d'être nominé pour le prix. Certains législateurs se sont plaints de l'accord avec le Maroc parce que pour gagner l'accord de la nation, les États-Unis ont reconnu leur souveraineté sur le Sahara occidental contesté. Parmi les autres candidats proposés figurent notamment la jeune militante pour le climat Greta Thunberg ou encore l'opposant russe Alexei Navalny. Le prix Nobel de la paix sera décerné en novembre. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si cela vous a plu. Prenez soin de vous et quant à moi, je vous dis à demain. Au revoir.